Bonjour à tout le monde. Eh bien, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à cette table ronde pour cette première journée de la 23e édition du Festival des Utopiales. Donc vous connaissez le principe, on va avoir un temps d'échange d'à peu près 3/4 d'heure autour d'un sujet qui s'annonce passionnant. Et ensuite, nous vous inviterons à poser vos questions. Alors surtout, n'hésitez pas à intervenir. Alors, depuis l'utilisation du mot robot dans la pièce de Karel Čapek en 1920, signifiant travail forcé, et en passant par l'établissement des lois de la robotique par Isaac Asimov dans les années 40, la notion d'intelligence artificielle s'est révélée dans les années 50. En parallèle des travaux d'Alan Turing, véritable pionnier dans le domaine, le premier logiciel fonctionnel démontrant une intelligence artificielle a été créé en 1951 à l'université de Manchester et était en fait destiné à jouer aux dames. Enfin, le terme intelligence artificielle a été utilisé pour la première fois lors de la conférence de Dartmouth en 1956. Elle quitte alors les vaisseaux anthropomorphisés, fruits de nos imaginaires, pour se développer à travers les premiers ordinateurs dans le but de faire produire des tâches humaines par des machines en mimant l'activité du cerveau. Évidemment, ce n'est pas une tâche aisée que de reproduire l'activité du cerveau, et une profonde frustration s'en est suivie. Ainsi, plusieurs courants ont émergé s'appuyant sur des approches dites symboliques ou numériques, faisant appel ou non à l'apprentissage profond qu'on appelle deep learning, et c'est des concepts que nous allons évoquer au cours de cette table ronde. Donc la recherche sur les IA, leur évolution ainsi que leur utilisation se sont considérablement accélérées d'une part par l'explosion des données accessibles et d'autre part par justement leur accessibilité ces dernières années, accessibilité facilitée par l'évolution notamment d'Internet. Encore faut-il savoir ordonner ces data, donc les données, ce qui est un problème que nous évoquerons également dans les deux cas que nous allons aborder. Alors, loin des considérations métaphysiques de Hall dans 2001 l'Odyssée de l'espace, de l'antagonisme humanité-intelligence artificielle exploité par Skynet dans Terminator ou de l'émergence d'une conscience depuis un océan de données comme le Puppet Master dans Ghost in the Shell, les IA font partie maintenant de notre société, allant même jusqu'à nous assister dans nos choix médicaux et judiciaires. Mais comment les encadrer? Et plus généralement, comment ne pas tomber dans le technosolutionnisme à outrance? De l'autodoc à l'avocat mécanique, pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Sandy Cabon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences et technologies de l'information avec une spécialisation en signal, image et vision. Vous exercez en tant qu'ingénieur de recherche à l'INSERM et vous êtes rattaché au laboratoire de traitement du signal et de l'image qui est un laboratoire INSERM Université Rennes 1. Vous travaillez sur de nouvelles solutions d'aide à la décision clinique en étroite collaboration avec des équipes hospitalières du CHU de Rennes. Et pour cela, vous concevez, développez et déployez des méthodes mathématiques, statistiques et informatiques permettant la structuration, ce qui est important, l'exploration et l'exploitation des données massives hétérogènes de santé, que ce soit en électrophysiologie, audio, vidéo ou compte rendus médicaux. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Lila. Bonjour. Bonjour. Alors, Lila, vous êtes illustratrice et graphiste indépendante et vous vous intéressez à l'imaginaire et sa représentation via de nombreux médias, la photographie, l'illustration, l'écriture. Vos sujets de prédilection sont reliés au corps, à l'exploration et à la représentation en général, à sa représentation en général, notamment lorsqu'il concerne une réappropriation ou une remise en question des normes. Depuis quelques années, vous contribuez à plusieurs projets libres et à des associations traitant de vie privée et de hacking. Enfin, vous luttez sur les questions d'accès au numérique pour les minorités, notamment au sein de l'association Échappe. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Barré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, culturiste à vos heures perdues et gamer invétéré. Vous avez publié une trilogie aux éditions Le Bélial, Bonheur Trademark, Vie Trademark et Mort Trademark, sans compter 3 récentes nouvelles, une première dans l'anthologie des Utopiales de l'année dernière, une seconde dans l'anthologie des Utopiales de cette année, et enfin une troisième dans l'anthologie Alien, la xénographie, qui ne devrait pas tarder à sortir, je pense première quinzaine de novembre, et qui est publiée aux éditions ActuSF. Elle est sortie. Elle est sortie. Ah ben voilà, je suis un peu en retard.
Donc merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde et nous commencerons donc avec une question pour Sandy. Et en fait c'est pour plutôt une clarification. Donc Sandy, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une intelligence artificielle ? Alors il y a une partie de la réponse qui était dans l'introduction. L'intelligence artificielle, c'est comment on va faire avec des algorithmes pour imiter ce qu'un humain ferait. On a différentes façons de le faire. Tu les as mentionnées en disant les approches symboliques et les approches numériques. Les approches numériques, on va partir des connaissances que l'on a sur un sujet pour les transformer directement en un algorithme. Typiquement, moi je vais à chaque fois rapporter ça à la santé parce que c'est là-dessus que je travaille, mais on a déjà des systèmes à base d'IA qui sont déployés à l'hôpital, l'IA symbolique. Par exemple, les moniteurs d'électrocardiogramme, quand il y a une baisse de la fréquence cardiaque, on va avoir des alarmes qui se déclenchent. Ça, c'est de l'intelligence artificielle symbolique. On sait que quand il y a une baisse dans le battement cardiaque, il faut lever une alarme. Ça, c'est une partie de l'intelligence qui est déjà déployée. Et on a une autre, donc c'est celle dont on entend le plus parler récemment, c'est les approches numériques, donc celles où on va se servir des données pour réaliser une tâche. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les connaissances qui nous permettent de résoudre le problème, mais on se dit que la réponse est dans les données. Et donc on va avoir un ensemble de données qu'on va annoter. On sait par exemple, je vais vous donner l'exemple de la radio, les radios qui sont automatiquement annotées s'il y a une fracture ou pas. C'est un des seuls exemples que je connais qui est déployé en ce moment à l'hôpital de Rennes, où quand on va faire une radio, on va avoir l'information s'il y a fracture ou pas, et le médecin va dire si c'est vrai ou pas. Pour entraîner ce modèle-là, on a eu besoin de recueillir énormément de données où les médecins ont annoté au préalable, là il y a une fracture, là il n'y a pas de fracture, là il y a une fracture. Et la structure du modèle qu'on a entraîné a compris les éléments dans l'image qui étaient nécessaires à prendre cette décision. Ça peut être des informations de contour ou de contraste qui sont dans l'image. La complexité de ces méthodes-là, notamment deep learning, c'est qu'elles font tellement de choses avec les éléments d'entrée, tellement de calculs, de combinaisons des différents pixels qu'on ne peut pas dire exactement ce qu'elle a utilisé pour faire la décision. Cependant, elle est utile puisqu'elle permet parfois de réduire le temps qu'on va passer avant d'avoir l'information si notre bras est cassé ou non. Donc c'était ça, les deux grandes parties de l'IA. Et aujourd'hui, en santé, on a beaucoup d'IA symbolique et très peu d'IA numérique qui est réellement déployée. Alors, c'est intéressant ce que tu évoques sur justement ces IA qui vont arriver à un résultat sans des fois comprendre en fait ce qui s'est passé. Donc on a une espèce de boîte noire qui est où on a du mal à comprendre voilà, comment le résultat arrive. Les IA pour l'instant sont utilisés comme des outils qui vont aider le médecin. Donc c'est pas l'IA qui décide, le médecin va décider, mais va utiliser, si je comprends bien, le travail qui est fait par l'IA, mais en ayant aussi une connaissance éclairée du cheminement qui a abouti à cette décision. Du coup, est-ce que ce côté boîte noire ne peut pas poser un problème justement pour l'approche éclairée du médecin ? Ouais, exactement, c'est tout le souci de notre travail, c'est que on a des algorithmes où le fait de ne pas comprendre la décision, notamment la fracture, n'est pas spécialement problématique pour le médecin, puisqu'il sait la lire à la fin. Ça va plutôt être un gain de temps. Par contre, moi je travaille sur un système d'aide à la décision pour le soin des nouveau-nés prématurés, où on va essayer de donner un indicateur si le bébé se développe bien par rapport à un bébé qui serait né à terme. Le problème, c'est que nos algorithmes, on ne peut pas dire que ce bébé se développe bien alors que ce n'est pas le cas, et que le médecin n'ait aucune information de savoir pourquoi nous on dit qu'il se développe bien. Donc on essaie d'utiliser des approches qui sont dites explicables. Ça veut dire qu'une partie des algorithmes qui sont utilisés, on peut expliquer leur fonctionnement. Notamment, on utilise des arbres de décision, donc des forêts d'arbres de décision. Ce qui est compliqué, c'est qu'un arbre de décision, on peut le comprendre parce qu'on arrive à le lire, mais quand on en a 500, c'est un peu plus compliqué pour un médecin de le lire. Par contre, on sait, dans chacun de nos arbres, quelle va être l'importance, quelle va être la valeur, l'importance du paramètre qu'on va mettre en entrée. Et avec ça, on peut dire, cette décision, elle est basée essentiellement sur le fait que le bébé ne bouge pas, par exemple. Donc ça va être tout notre travail, en fait, d'essayer d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle
avec les médecins pour arriver à des solutions qui l'aident réellement et dont il comprend un peu les mécanismes. Alors, pour le développement de ces outils, et puis après je vais passer sur le côté judiciaire, mais pour le côté médical, comment se passe le développement de ces outils justement? Est-ce que c'est des sociétés qui vont amener un premier travail qui est ensuite revu par des spécialistes au niveau médical pour pouvoir justement faire en sorte que les gens se comprennent et qu'on puisse interpréter les choses qui sont amenées par les IA? Ou est-ce que maintenant, dans le milieu médical ou la recherche en général, des personnes se forment à l'interface, comme des bioinformaticiens par exemple, des biostatisticiens intègrent le milieu médical pour justement essayer d'avoir une meilleure discussion entre des domaines qui des fois sont un peu éloignés? En fait, c'est exactement ça. Alors, il y a deux choses. Il y a toujours des entreprises qui arrivent avec des algorithmes santé, mais qui, justement, ça n'arrive pas à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas été développées avec l'utilisateur. Donc, ça existe, mais ça n'arrive pas à l'hôpital. Par contre, il y a aussi tout ce qui est travaux de recherche comme on fait dans notre équipe, où on est... dans notre équipe, on est avec les médecins, quoi. On est avec les médecins. Quand on développe une IA, on a aussi des protocoles de recherche qu'on va mettre en place et où on va faire intervenir le personnel soignant, où on va avoir des retours d'expérience et en tout cas aussi des intuitions sur ce qui pourrait être intéressant de mettre en entrée comme données de nos algorithmes. Donc en fait, ces algorithmes-là sont co-construits avec les gens qui vont vraiment s'en servir, quoi. Et maintenant, on a aussi une propension, on voit ça, à essayer d'inclure de plus en plus aussi le patient dans le design de ces algorithmes. Inclure le patient, ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, nous, on travaille avec l'association SOS Préma, où c'est une association de patients, et ils vont avoir besoin aussi de savoir comment l'information est remontée et comment le médecin va le prendre en compte. D'accord. Alors, j'avais un biais sur le côté scientifique parce que je venais de là à la base, donc c'est des choses à laquelles j'avais été exposé. Et en préparant cette table ronde, j'ai été un peu sidéré qu'en fait une approche, enfin sidéré, j'ai été surpris qu'une approche similaire se met en place aussi sur le côté judiciaire. Donc là, récemment, en 2016, une loi autorise la publication en open data de décisions de justice anonymisées pour essayer justement de mettre en place des outils qui permettraient de faciliter aux magistrats ou en tout cas de l'assister sur des prises de décision. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus, Jean? Oui, je suis très très sceptique sur cette avancée. En matière judiciaire, je crois qu'on est très très loin d'avoir un algorithme ou une intelligence artificielle qui soit en mesure d'apporter une aide quelconque, parce que le droit d'une manière générale reste quand même très humain. C'est tout de même une fiction très importante entre nous, qu'on se raconte tous et qui est sanctionnée par la force publique. Donc de toute façon, à un moment donné, si on n'y croit pas, on a des problèmes. Mais ça reste tout de même une fiction et pas une science, pas une médecine, pas quelque chose de stable sur lequel on peut faire des tests et des expériences. Alors oui, il y a eu bien sûr des tentatives, et il y en a encore beaucoup, et certains services ou produits sont vendus comme permettant réellement une aide à la décision ou je ne sais quoi, mais vraiment dans les faits, personne n'utilise ça. Et j'irais même, ça peut être très mal reçu et très dangereux dans le milieu judiciaire, parce que ça ne correspond pas à la définition que nous avons habituellement de la justice. Je m'explique rapidement. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire vraiment un algorithme qui serait capable d'écrire un jugement ou d'aider à faire des conclusions, alors ça, évidemment, on n'y est absolument pas, mais du tout. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est traiter le big data des décisions de justice, et éventuellement, avec un algorithme bien paramétré, faire remonter ce qu'un esprit humain ne devrait pas savoir, c'est-à-dire peut-être statistiquement dans quelle région de France ou dans quel tribunal de France telle matière par tel juge est traitée de façon statistiquement biaisée. Donc on a, je dis n'importe quoi, admettons 60% de succès ou d'échec dans telle ou telle matière, si on va devant tel ou tel juge et si éventuellement on développe tel et tel argument.
c'est très embêtant, c'est même illégal d'ailleurs aujourd'hui de proposer ça, même si sans doute certains gros cabinets doivent le faire, en tout cas aux États-Unis, mais c'est interdit parce que la justice, ça n'est pas ça. La justice, ça n'est pas se dire, tiens, où est-ce que je vais aller? Cette information-là, je sais que si je vais là, j'ai plus de chances de gagner, donc je vais là. Ben non, la justice est aveugle, ne l'oublions pas. Elle a un bandeau sur les yeux. Alors c'est pas pour ça qu'elle a un bandeau sur les yeux du reste, c'est parce qu'elle n'est pas censée voir les différences, mais en dehors de ça, on ne doit pas savoir ça. Donc oui, là, l'intelligence artificielle, si on veut, en tout cas, l'algorithme de Big Data peut apporter quelque chose, voilà, une information que l'esprit humain n'est pas censé avoir, mais ça violerait la définition que nous avons de la justice. Alors soit on change la définition de la justice, soit il faut l'interdire. Pour l'instant, on l'interdit. Et imaginez qu'un juge puisse avoir une aide à la décision, ça paraît presque là aussi fou et antinomique avec la notion de justice, parce que chaque cas est particulier. Les règles de droit, je reviens à l'idée que c'est pas une science quand même. Je parle d'une science juridique parce qu'on peut la travailler, mais une règle de droit, c'est fluctuant, ça s'adapte. Chaque cas est particulier, à part peut-être les cas les plus extrêmement simples, éventuellement, et encore. Même dans les cas les plus simples, on peut toujours trouver quelque chose à dire, ou bien quelque chose de différent dans telle affaire plutôt que telle autre. Donc, très contextuel en fait. C'est extrêmement contextuel. Les lois sont les mêmes, enfin elles changent énormément, mais on a des revirements de jurisprudence. Ça veut dire qu'un tribunal, et bon, il y a une hiérarchie de tribunaux en France, tribunaux de premier degré de juridiction, cour d'appel, et puis une cour de cassation qui est censée vraiment intervenir en bout de chaîne pour dire non mais la loi c'est ça. Et la cour de cassation elle-même, elle change d'avis tout le temps, de plus en plus d'ailleurs. C'est un autre problème. Mais il y a une variation dans la jurisprudence, ce qui veut dire que les juges eux-mêmes n'ont pas forcément la même vision du droit ou de l'application d'une règle de droit que simplement il y a 2 ans avant. Donc comment est-ce que, par quel bout passerait un algorithme pour dire bon ben dans ce cas-là je vous conseille de faire ça, et puis comment il arriverait à ça? Pour moi c'est pareil, ça serait une question statistique. Et il dirait oui, dans tel cas on se rend compte qu'il y a 68% des cas présentés comme ça dans lesquels ça veut dire que telle partie a tort et telle a raison. C'est dramatique parce que c'est pas du tout ça la justice. Donc je suis sceptique sur la capacité technologique à vraiment intervenir là-dessus, et quand elle le fait, pour l'instant, on est plutôt stressé. Alors ça n'empêche pas, et je termine là-dessus, que, bien sûr, comme tous les milieux, s'il y a quelque chose à vendre, il y a toujours une société pour le proposer. Donc, il y a des sociétés pour proposer des solutions technologiques. C'est du marketing, donc ça peut être intéressant pour un acteur du droit de dire voilà, je travaille avec l'intelligence artificielle, je suis un cabinet 2.0 ou un juge 2.0 ou ce que vous voulez, ou 3 ou 4 d'ailleurs, ça fait un peu daté 2.0 maintenant. Mais bon, voilà. On est à la pointe. Oui, voilà, on est à la pointe, donc il y a un côté marketing, il y a un côté effet de manche, tout ce qu'on veut, mais dans les faits, on n'y est pas. D'accord. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Lila, par rapport à ces 2 aspects, sur le côté médical ou judiciaire, ton ressenti sur le fait qu'on commence à appliquer justement des décisions non humaines qui pourraient assister le spécialiste. Alors déjà pour commencer, moi je trouve que tu as fait une blague super là il y a 2 minutes en me disant que... Enfin, moi je me demandais pourquoi j'étais sur cette table ronde au départ, et l'idée que peut-être une IA m'aurait choisi... Dans les gens des Utopiales, on trouve ça assez rigolo, parce que c'est pas mes sujets en fait. Je peux parler de technologie, mais pas forcément d'IA, et du coup de santé, pas beaucoup, et de justice, pas beaucoup. Mais par exemple, pour recontextualiser pourquoi je pourrais relier à cette table ronde, je pourrais dire que j'interviens dans une association qui s'appelle Échappe, qui lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles, et qui accompagne de ce fait dans la technologie des structures qui, elles, accompagnent des victimes de violences. Et on se rend compte qu'à plein d'endroits, la technologie est méconnue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de transparence sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, où vont nous donner, un tas de sujets comme le bras. Et qu'en même temps, du coup, on pourrait avoir une solution magique qui nous aiderait avec
une application, peut-être une IA aussi. On parlait il y a 2 secondes de la modération, par exemple, sur Internet, où on commence à parler d'IA sur des contenus modérés. Enfin, on commence pas, hein, c'est fait. Enfin, il y a des IA qui font de la modération. Exactement. Et où, en fait, on parle de biais, parce que en fait, les gens qui conçoivent les IA ont leur propre biais aussi. Et souvent, c'est des milieux qui sont surreprésentés par un certain type de personnes, et du coup, qui vont amener à des biais soit aussi sexistes ou racistes, ou ce genre de choses. Donc, comment on fabrique une modération, comment on fabrique des outils pour nous émanciper et nous aider, au lieu de nous enfoncer ou nous mettre encore plus de doutes ou réactiver des systèmes de levier dans certaines oppressions. Ça, c'est une vraie question, quoi. Ouais. En fait, je vais rejoindre ce que tu dis. On va faire une petite ellipse parce que le côté données personnelles est hyper important. Et notamment, alors, ce qu'il y a en commun entre, pour le côté médical et le côté judiciaire, c'est que pour essayer d'imaginer des IA, en tout cas sur le judiciaire, mais ce qui est déjà appliqué sur le côté médical, qui vont assister la prise de décision du spécialiste, il y a aussi le fait, d'une part, d'avoir des données qui soient proprement ordonnées, parce qu'il faut que l'IA puisse comprendre, il faut que ce soit normalisé pour que le tri puisse se faire sur ces milliers et millions de données, et aussi croiser des éléments. Par exemple, une personne qui va avoir un problème pulmonaire va avoir peut-être une prise de décision qui ne prendra pas en compte le fait qu'elle a un traitement anticancéreux en parallèle. Donc comment, sur le côté médical déjà, je pense que c'est des choses qui sont déjà en train de se mettre en place, notamment avec des bases de données via l'assurance maladie. Donc comment ça s'organise et comment vous utilisez ces outils pour essayer d'avoir une IA qui soit juste, et en essayant de faire en sorte aussi que les données personnelles qui sont associées à ces patients, qui font partie de l'analyse, soient protégées. Okay. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Ouais. La première, c'était comment on fait pour prendre plein de choses en compte. Justement, l'humain ne peut pas le faire de base. Par contre, le fait qu'on puisse traiter de nombreuses données en même temps nous permet de prendre plus en compte tous ces facteurs. C'est la force de l'outil. C'est la force de l'outil. Par contre, comme c'est basé données, s'il y a un biais dans la donnée, l'IA va l'avoir aussi. Donc la manière qu'on a de corriger ça, c'est surtout d'éprouver les modèles avant de les déployer, et donc d'essayer tous les biais que nous-mêmes on peut imaginer. Donc essayer des populations par exemple rares, justement tu parlais d'un cas où on n'a pas forcément fait attention au fait que le patient était traité par autre chose, on va faire des sous-parties de patients, enfin de données de patients, qu'on va donner au modèle, et on va regarder les décisions qui sont prises à ce moment-là. Et si elles sont toujours de bonne qualité, alors on a bien intégré ce biais-là. Si c'est pas le cas, le modèle il sort pas et on y travaille, quoi. Ou alors, si c'est le cas, on peut aussi définir le cadre d'utilisation de l'outil. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une loi qui est en cours, elle est dans les tuyaux depuis 1 an maintenant en Europe, qui va diviser les IA en plusieurs catégories. Les IA interdites, du type notation sociale. Il va y avoir les IA à haut risque. Donc les IA à haut risque, c'est typiquement ce serait les IA pour le juridique ou pour le médical. Où là, il va y avoir tout un ensemble de certifications, de tests à faire sur les algorithmes, de validation avant de pouvoir les déployer. Et après, on a les IA un peu plus, moins dangereuses, on va dire, en termes de santé publique ou d'erreurs judiciaires. Alors, il y avait une autre partie, c'était comment on fait, parce que c'est des données patients, donc on pourrait reconnaître les gens. En fait, on anonymise toutes les données, et en fait, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte en recherche, c'est qu'il y a un gros effort qui est fait par la CNIL ou par les instances pour protéger les données des patients. Ça devient même des fois difficile d'avoir les données, ce qui est une bonne chose mais pour moi, ça m'embête un petit peu parfois. Mais il y a un niveau européen aussi Il y a un niveau européen aussi. Alors, en France, on est quand même bien au fait de ces sujets-là, et la CNIL est bien elle intervient rapidement, quoi. Et donc, on a toujours, par exemple, pour des études qu'on voudrait faire, on a une séquence d'autorisation à avoir. Donc, il y a toujours cette surveillance-là
pour nous, quoi, pour tout le monde aussi, d'avoir des IA où on ne peut pas revenir sur les gens derrière. Pour revenir sur le côté juridique, donc suite à cette loi qui autorise la publication d'open data des décisions, j'ai vu qu'il y avait un décret qui a été publié en 2020 autorisant le traitement automatisé des données à caractère personnel, qui s'appelle DataJust, et le but étant notamment de développer par type de préjudice les montants demandés et offerts par les parties à un litige. On arrive sur un jargon un peu spécialiste. Et donc, du coup, le dispositif repose sur l'extraction de manière automatique des données contenues dans les décisions de justice et leur exploitation. Donc, est-ce que, j'imagine que ou même sur le même plan que pour le côté médical, il va y avoir une nécessité de normaliser ces données, de faire en sorte que tout soit traité de la même façon. Et comment, parce que j'imagine qu'aussi pour chaque jugement, il va y avoir un effet contextuel personnalisé très spécifique pour chaque jugement, comment essayer de faire ressortir ça pour que ce soit pris en compte par un algorithme qui va balayer ça de façon complètement aveugle? Oui, là aussi je suis quand même très sceptique. Ouais. Non, mais simplement parce que, ok, dans le droit de la responsabilité, par exemple, civile ou même médicale, ou enfin, quand vous avez, admettons, un accident, vous avez droit à selon les cas, une certaine rétribution, et donc le juge doit la fixer, et pourquoi pas, en effet, l'algorithme pourrait dire, voilà, depuis 5 ans, dans ce genre d'affaires, et pour tel type de préjudice corporel subi, d'agrément, machin, etc., on voit que la moyenne, c'est ça, ou pour telle personne, pour telle tranche d'âge, c'est plutôt ça, et essayer de normaliser. Mais à nouveau, alors d'abord c'est très pointu, ça ne veut pas dire ça faire du droit, c'est même l'inverse. On est complètement au bout de chaîne du juridique, on n'est plus que sur l'évaluation d'un préjudice. Bon, pourquoi pas, en tout cas technologiquement, il n'y a rien qui empêche de faire ça. Maintenant, est-ce qu'on veut ça? Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce qu'on veut que le juge... À quoi ça sert? Est-ce qu'on veut lier le juge? Est-ce qu'on veut le forcer à aller dans ce sens-là? Lui dire, voilà, dorénavant tu seras obligé de prononcer, si tu reconnais la responsabilité de telle partie, etc., pour fixer le préjudice, tu seras obligé d'aller de là à là. Est-ce que c'est vraiment ce dont on a envie? Je ne sais pas. La statistique judiciaire se prête mal à l'étude d'un cas particulier. Donc, on va voir ce que ça donne, mais ça ne me paraît pas ni souhaitable ni très utile. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, mais je ne suis pas le seul, hein, je relaye en fait une inquiétude de toute une profession. Alors, il faut garder en tête que, bien sûr, on résiste toujours au changement un peu. On a naturellement un penchant à considérer que c'était mieux avant et que quand on nous propose une solution disruptive, pour reprendre un grand mot, forcément ça bouleverse ça. Donc on peut pas nier une résistance classique. Mais en dehors de ça, ce qui nous inquiète tous, c'est en filigrane, on a l'impression qu'on aurait tellement envie d'avoir Dieu derrière tout ça, ou un Dieu derrière tout ça, une super intelligence capable de comprendre des choses dont on ignore tout, et qui serait susceptible d'avoir une opinion mais tellement juste et tellement puissante et infaillible, et dire voilà, dans ce cas-là, bien sûr, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort, et tu as droit à ça, et parce que voilà, je suis une entité suprême. Et ça, c'est de la science-fiction totale. Et je vois, si on veut apporter une aide, à nouveau dans le médical, c'est vraiment très différent parce qu'il y a des données statistiques à tirer. Et là où l'esprit humain s'arrête, c'est intéressant qu'un esprit technologique, on va dire ça comme ça, une intelligence artificielle apporte une aide. Mais un juge, un avocat, je ne sais pas qui voulait un huissier, un notaire, qu'est-ce qu'on veut en faire? Un surhomme, ou on veut lui faciliter la tâche? Mais à ce moment-là, il y a peut-être d'autres moyens de rendre une justice plus efficace et plus rapide que ça. Où on veut en faire quelque chose, un surjuriste, un surhomme, un surjuge, et ça c'est très effrayant parce que c'est, à mon avis, bien sûr une illusion complète. Donc, on va voir, c'est vrai que c'est une tendance, c'est vrai que de toute façon on n'y coupera pas, mais puis peut-être que ça nous amènera à changer notre définition de la justice, et auquel cas, ça collera. Mais collectivement, on a le droit de se poser la question de savoir si c'est vraiment ce qu'on souhaite. Oui, puis je sais pas, en tout cas moi en tant que citoyen, je
me suis pas senti pas concerné, mais en tout cas interpellé pour savoir si j'avais envie que les décisions de justice soient aussi aidées par une assistance. Peut-être parce que tu as eu la chance de ne pas avoir affaire au judiciaire. Maintenant, quand on se retrouve devant un juge, un jour on a un problème, oui, la question peut se poser de savoir quel juge on veut. Il faut un juge humain, pour l'instant, ça c'est certain. Si l'intelligence artificielle est là pour faire simplement ce que fait un humain, on est déjà à 8 ou je ne sais plus combien de milliards d'êtres humains sur la planète. Si on veut plus de juges, il faut les former, c'est tout. On n'a pas besoin de faire des êtres humains artificiels en plus. Si on veut un surhumain, c'est ça, voilà, le problème. Non seulement c'est un problème parce que, à mon avis, on n'a pas les moyens, mais c'est un problème parce que quand on veut pouvoir être entendu. Voilà. On parlait de la neutralité d'une intelligence artificielle. Bon, c'est bien, évidemment, dans les autres domaines. Mais dans le droit, on ne veut pas quelqu'un de neutre. Je veux dire, on veut quelqu'un qui peut nous entendre, qui peut nous comprendre. On veut éventuellement interpréter, on veut éventuellement de la compassion. On risque d'avoir, au contraire, quelqu'un qui est malheureusement peu réceptif ou qui est contrarié ou notre gueule ne lui revient pas. C'est pour ça qu'il y a des degrés de juridiction, c'est pour ça qu'il y a plusieurs possibilités de faire entendre sa situation. Bien sûr, mais c'est ce caractère faillible et en même temps est la conséquence directe de ce qu'on veut être entendu. Et si on a face à une intelligence dénuée de capacité d'entendre quelqu'un au sens humain du terme, c'est plus de la justice. À ce moment-là, on peut aussi considérer qu'on peut tirer au sort ou ça serait une façon non humaine de décider qui a tort et a raison. A priori, c'est pas ce qu'on veut. Alors, Lila, tu évoquais avant la possibilité que justement le fait qu'on utilise des algorithmes, des intelligences artificielles qui soient façonnées par l'homme applique déjà potentiellement un biais. Donc c'est quelque chose qui est décrié aussi en Amérique du Nord, où les juristes qui utilisent ce genre d'outils dénoncent un biais algorithmique qui pénalise les minorités ethniques. Alors en Europe, il se trouve que, en fouillant un peu, j'ai vu que donc l'Europe se veut nettement plus protectrice, a mis en place une charte éthique d'utilisation des intelligences artificielles et des principes qui m'ont un peu fait penser aux lois de la robotique d'Asimov. Donc il y a, je regarde mes notes, 5 principes qui sont les suivants. Donc le respect des droits fondamentaux, le principe de non-discrimination, la qualité et sécurité dans le traitement des données, la transparence, neutralité et intégrité intellectuelle, et la maîtrise par l'utilisateur, donc permettre à l'utilisateur d'être un acteur éclairé et maître de ses choix. Donc, comment vous prenez ça personnellement au vu de ces principes qui ont l'air nobles, mais la mise en action, moi, me semble compliquée. Est-ce qu'on est déjà, est-ce que ça existe déjà, par exemple, ça? Enfin, moi, je crois pas. Je pense que c'est le souhait, en tout cas pour que des IA soient accrédités pour être utilisées, devront respecter ces 5 principes fondamentaux. Je reformule ma phrase, je l'ai mal formulée. Même sans les IA, aujourd'hui, personne ne sait comment fonctionne ça. Personne ne comprend comment sécuriser ses propres données. Je veux dire, c'est très vaste et il n'y a pas de transparence sur les outils qu'on utilise. Ils ne sont pas conviviaux, ils ne sont pas aidants, émancipateurs. Ils sont pas là pour nous aider en fait. Ils sont là pour nous pomper nos données à plein d'endroits parce que derrière on a des entreprises, on a le capitalisme, le patriarcat, etc. Et en fait, tout ça sert à juste fabriquer des entreprises, de l'argent, etc. Et nous, finalement, on est... Oui, alors le produit, j'en sais rien, parce que c'est un peu... Mais c'est surtout qu'en fait, on n'a pas de prise sur nos propres outils qui sont censés nous faciliter la vie. Par exemple, je sais à peu près comment va fonctionner ma machine à laver. Je ne sais pas exactement comment fonctionne mon smartphone, même sans parler d'IA. Donc, à partir... je veux dire, c'est un... Parce qu'il y a l'outil smartphone qui permet de faire l'interface, mais après il y a tout ce qui est branché au smartphone et qui justement... Au-delà, je veux dire, c'est déjà très complexe. Même pour ma part, je ne sais pas comment fonctionne exactement une voiture, mais ou mon ordinateur. Il y a des outils qu'on utilise constamment tous les jours, ou plus ou moins,
qui sont déjà très complexes et qu'on ne maîtrise pas de A à Z, ce qui n'est pas forcément... Enfin, je veux dire, on n'est pas moins bien parce qu'on ne sait pas. Mais par contre, la voiture, est-ce qu'elle va m'utiliser pour donner... me prendre quelque chose et en faire quelque chose à monétiser? Bon, c'est possible, s'il faut. Je sais pas, peut-être les voitures, elles enregistrent nos trucs et elles les envoient voilà, dans tous les sens. C'est très probable. Mais du coup, même sans IA, on est déjà dans un truc où on n'a pas de transparence, on n'a pas la main sur nos outils. Et donc, à partir de là, les gens qui peuvent l'avoir peuvent abuser très facilement. Enfin, pour ce que je peux raconter, moi, aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est cette idée que on ne peut pas prendre la technologie comme un outil neutre et rien n'est neutre, en fait. Même comme tu disais, la justice, même la santé, rien n'est neutre parce qu'elle est fabriquée par nous et que nous, on représente des groupes sociaux avec des biais et que dans chaque contexte, en fait, on va avoir plus ou moins de représentation sur certains sujets et dans d'autres, pas du tout. Et donc, ça va pénaliser certains groupes de gens. Mais donc, globalement, ça n'existe déjà pas, quoi. Donc, je vois mal comment les IA vont amener ça, sachant que ça n'est pas déjà le cas. Moi, je voulais juste rajouter un point. L'idée de la Commission européenne, là, c'est surtout de dire qu'une IA ne pourra pas être déployée si les créateurs n'ont pas au moins montré une réponse à chacun de ces points. Et je pense que ça, c'est un élément qui n'est pas dans le cas justement pour les smartphones, parce que ces réglementations n'étaient pas encore mises en place non plus. C'est-à-dire que c'est peut-être un effet positif qui pourrait arriver de là. Mais je suis d'accord qu'on en est encore loin. Et c'est compliqué pour les créateurs de justement trouver une justification à chacun de ces points. Mais s'ils y arrivent... Derrière, quels sont les leviers pour... comment les gens qui vont travailler derrière sont financés, par exemple? Avec qu'est-ce qu'ils vont déployer comme IA, comme technologie, etc. Et comment ils vont être financés pour le faire, et qui va mettre des moyens de pression sur quoi pour plus ou moins baisser les barres. Je dis ça par exemple parce qu'on voit très bien qu'on a des seuils et des taux à respecter sur certains trucs aujourd'hui, et que finalement on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser leur voiture, ou j'en sais rien, la pollution par exemple, il y a vraiment beaucoup de trucs à dire sur le sujet, mais en gros, dès qu'il y a une question d'argent et d'entreprise et de capitaliser sur un truc, les seuils sont plus... les belles vertus qu'on a écrites sur un papier, les belles chartes, etc., elles sont vite revues à la baisse, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'y crois. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout, mais voilà. Non, mais moi, quand j'entends il faut que l'IA respecte les droits fondamentaux, les bras m'en tombent. Vous savez ce que c'est, les droits fondamentaux? Non. Et vous savez qu'il faudrait... Mais il y a des gens qui passent des études entières là-dessus, c'est des notions de thèse. Un droit fondamental, c'est pas quelque chose, on se dit, ah oui, bien sûr, un droit fondamental, il faut le respecter. Non, mais ne pas tuer un humain. Bon, si on donne ça comme ordre à un robot, bien sûr, en gros, il va savoir ce que c'est un humain, quoique déjà, c'est quand même pas simple. Mais malgré tout, il va tout de même y arriver. Lui dire, il va falloir respecter les droits fondamentaux, mais c'est un truc à faire bugger un Terminator, ça. C'est délire. C'est même un humain, même moi, là, si on me dit aujourd'hui, oui, moi, je peux m'amuser à vous parler des droits fondamentaux, ça vous amusera beaucoup moins, en revanche. Mais comment... c'est impossible. Autre chose, c'était quoi? Il y avait un autre... C'était quoi le principe de non-discrimination, la qualité et sécurité des traitements, la transparence, neutralité et intégrité intellectuelle. Oui, c'est ça. Non, mais l'intégrité intellectuelle, non, mais très bien, quoi. Mais le gars qui a écrit ça, il dit pas, après, à un moment donné, et, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est quoi l'intégrité intellectuelle? Même le principe de non-discrimination, c'est un principe juridique, plusieurs principes juridiques, c'est très complexe, ça a évolué avec le temps. À nouveau, ça aussi, il y a des thèses entières qui sont sur ce sujet. Je ne sais pas comment l'IA va dire oui, je promets de pas... vous voyez bien qu'en mettant ça comme ça ne discrimine pas. Non, mais c'est du délire. Voilà, franchement, alors c'est joli parce que voilà, ça fait une charte, mais non, c'est du délire. Alors, je vais rebondir sur l'exploitation des données, notamment via les smartphones. D'abord sur le côté santé, puisque c'est là où je me situe mieux. Les GAFAM, ou maintenant les GAMAM, parce que Facebook est devenu Meta, se positionnent sur l'aspect santé via toutes les données qui sont récoltées à travers les objets connectés, donc soit téléphone,
montres et différents objets. Et Sandy, vers quoi, quelle est-ce que l'idée est de se positionner eux-mêmes sur le marché de la santé à travers des IA pour pouvoir être performants et offrir des solutions. Quel est vers quoi on va en fait? Là, ils sont en train de faire ça dans leur coin déjà. Donc, ils sont en train d'imaginer qu'avec les données qu'ils récoltent, ils vont réussir à faire des outils pour la santé fiables. Aujourd'hui, on voit déjà, même sur des choses de base, qu'il faut absolument inclure les médecins pour le faire. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup d'énergie pour rien, ce qu'ils sont en train de faire. Et surtout, le problème, c'est que s'ils arrivent à les déployer, ça pourra faire un contre-coup sur ce que pourrait réellement apporter l'intelligence artificielle. Donc, là où je me dis que ça, pour l'instant, ça va, dans le meilleur des mondes possible, on va dire, c'est que les hôpitaux n'ont pas choisi de travailler avec ces entreprises-là aujourd'hui, quoi. En tout cas, en France, je ne sais pas trop aux États-Unis comment. Oui, c'est ça. En tout cas, en France. Ouais. Après, s'ils ont des chartes, c'est bon, hein. On est tranquille, quoi. Il faudrait voir les principes. Et est-ce qu'il y a un équivalent sur le plan judiciaire, justement, de données accessibles par nos activités du quotidien et qui pourraient alimenter quelque chose qui aurait un impact? Ah oui, une des raisons pour lesquelles on a anonymisé, par exemple, les décisions, à la base, c'est ça. C'est-à-dire que là aussi, la technologie a dépassé l'institution judiciaire. Traditionnellement, enfin avant qu'on en soit là, quand on rendait une décision de justice, oui, bien sûr, il y a le nom et le prénom et toutes les données privées nécessaires à l'écriture de la décision. Et puis c'est rendu publiquement parce que c'était important que ce soit public. Il fallait que le peuple puisse éventuellement y assister. Et puis après, c'était remisé dans des placards. Et puis on ne le savait plus. Bon, enfin, en tout cas, les spécialistes pouvaient les retrouver dans les grands recueils de jurisprudence. Mais les gens qui n'étaient pas dans ce domaine-là, ils ne pouvaient pas savoir si leur voisin avait fait l'objet d'une décision de justice. Évidemment, à partir du moment où on scanne tout et que tout est accessible en plus gratuitement sur des sites comme Légifrance, à ce moment-là, je tape ton nom et je vois si tu as déjà eu affaire à la justice. Peut-être je vais apprendre comme ça que tu as divorcé 2 fois. Peut-être je vais apprendre que tu ne versais pas ta pension alimentaire et que c'est pour ça que tu as été attaqué par ton ex-femme. Peut-être je vais apprendre que, etc. Et c'était pas le but. Le but, c'était pas que ce soit public, ça ne veut pas dire que ce soit accessible à tout le monde tout le temps. Donc, on a dû, là, la technologie a œuvré. Bon, on a dû faire l'effort d'anonymiser, ce qui est compliqué, ce qui demande un travail, mais enfin, ça a été faisable. Mais il y a un autre phénomène aussi avec ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à l'oubli, en dehors des décisions de justice, c'est le fait que, par exemple, sur Internet, il va y avoir une information sur vous, ou un article, ou une interview, peu importe. Et ça va rester éternellement, parce que, a priori, tant que Google coulera pas, ça sera là. Et peut-être que si on tape votre nom, c'est la première info qui vient. Et c'était peut-être une interview que vous avez donnée il y a 15 ans, ou pas une interview, ou un article qui a été fait sur vous, ou bien quelqu'un, peu importe, quelque chose qui ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui, et qui vous embête de savoir que ça reste présent éternellement, et que chaque fois qu'on tapera votre nom, c'est ça qui apparaît en premier. Donc on a instauré un droit à l'oubli, qui est une création récente, ça n'existait évidemment pas avant, pour permettre, à travers une procédure un peu automatisée, là pour le coup par des algorithmes, avec Google, de demander la suppression, plutôt la désindexation de la page en question, puisque évidemment Google n'a pas le droit de supprimer une page, mais il peut la désindexer. Et s'il refuse, on peut faire une action, et sinon avec l'hébergeur, etc. Et donc oui, le problème de l'accessibilité et de la permanence de l'information aujourd'hui électronique a un peu bouleversé le rapport à tous ces textes-là, tous ces textes juridiques et toutes ces questions. Alors, question flash sur aussi bien le côté médical que judiciaire. Si on ne veut pas partager ces données pour qu'elles soient intégrées dans ces bases de données, est-ce qu'on a des outils? En tout cas, à l'hôpital, il y a les droits de retrait, en fait. De base, les données vont être récoltées dans les entrepôts de données de santé, ou en tout cas, les données du soin vont être gardées. Et c'est le principe de non-opposition. Et quand un patient s'oppose, il y a une demande à en faire, et toutes les données sont supprimées dans ce cas-là. C'est déjà le cas sur certaines Ça peut être fait au moment de... C'est fait... ou bien
C'est à tout moment, et ça remonte jusqu'à la première donnée qui a été récoltée sur le patient. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent On en observe quelques-uns, mais finalement pas tant, parce que c'est vrai qu'en médical, c'est assez admis que l'expérience des patients précédemment aide à faire de nouvelles choses qui aident de nouveaux patients. Donc c'est vrai que la question se pose moins en médecine, c'est-à-dire qu'on a rarement des gens qui s'opposent à venir. Puis normalement il y a le concept de consentement éclairé, donc avec l'obligation de donner l'information aux patients que ses propres informations peuvent être utilisées pour... C'est ça. Alors après il y a différentes façons. Donc dans les salles d'attente, en fait dans les hôpitaux, on voit ces informations-là avec marqué le principe qu'ils peuvent se retirer. Ça, c'est pour les données de soins courants. Et il y a aussi les données avec intégration dans des protocoles, par exemple. Et là, dans ce cas-là, il y a signature d'un consentement. Il y a aussi un engagement de l'hôpital à supprimer ces données au bout d'un certain temps et de ne pas les réutiliser pour d'autres études, sauf si c'était mentionné dès le départ que c'était autorisé pour d'autres études et que le patient a dit OK pour ça. Mais c'est consentement éclairé, bien sûr. On ne fait pas ce qu'on veut avec les données. Mais même après, une fois qu'elles sont dans les entrepôts de données, elles sont anonymisées et on ne peut même pas y accéder sans repasser par un niveau de vérification par la CNIL. Donc il y a quand même plusieurs éléments qui protègent le patient pour ça. Ouais. Et alors, du point de vue judiciaire, est-ce qu'on peut refuser à ce que il y a eu un jugement, on va payer notre dette à la société, mais on ne veut pas que ces données soient utilisables par une IA pour pouvoir extraire des données et faciliter ou assister une prise de décision. Est-ce que c'est possible ça ? Non, pas dans ces termes-là. Après, la décision, comme on disait, sera anonymisée, donc vis-à-vis du grand public, la question ne se pose pas. Non, on ne peut pas demander en tout cas, on ne peut pas demander à ce qu'un jugement soit rendu sans que notre nom y figure. Ça, on ne peut pas. Donc le jugement, l'acte lui-même, sera forcément nominatif avec tout ce qu'il faut comme information privée. Après, lorsqu'il est scanné, au stade du scan, non mais on ne peut pas parce qu'on ne doit pas, parce que, à nouveau, c'est un jugement, c'est-à-dire que ça concerne des parties. C'est plus ça, je comprends, ouais. Mais donc après, une fois que c'est scanné, son utilisation par les IA. Non, à ma connaissance, non, en tout cas. Je ne crois pas qu'on puisse s'y opposer. Et pour l'instant, non. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je ne vois pas dans quel contexte on pourrait dire je refuse que les bases de données juridiques qui ne soient pas celles qui sont diffusées au public, mais celles qui sont gardées par les juridictions, ne soient pas utilisées par l'IA. Alors d'abord parce que, a priori, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur des cours et des tribunaux, il n'y a pas une volonté de faire du big data sur ses propres bases de données en interne. Les gens sont déjà complètement débordés. Non, mais la justice manque clairement de moyens. C'est une catastrophe à tous les niveaux. À nouveau, si on voulait les aider, franchement, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais j'imagine que le développement des IA, c'est probablement pour essayer d'accélérer les processus judiciaires et puis de... Oui, mais ça, c'est ça où c'est quelque chose qui me paraît complètement fou. C'est que si on veut aider une institution à aller mieux, parce qu'elle manque de moyens humains, c'est pas en lui donnant d'une technologie non humaine qu'on va l'aider. On lui donne plus d'humains, plus de moyens, de l'argent, et puis éventuellement elle se portera mieux. Si la justice est lente, et Dieu sait qu'elle est lente, beaucoup trop malheureusement pour le justiciable, il faut peut-être plus de juges et plus de greffiers. C'est plutôt connu comme combine. C'est pas en collant des IA du futur que... Oui, puis peut-être dans 100 ans ça ira mieux, mais bon. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule, et en plus, je reviens sur l'idée de base, je ne suis pas sûr que ça aide tellement. Tu voulais intervenir, Lina ? Non, mais en fait, je pense qu'il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi on voudrait mettre des IA partout, plutôt que donner les moyens à des endroits où, en fait, s'il y a tant d'argent pour développer des IA à des endroits, c'est sûr que c'est une avancée technologique à un moment donné et qu'on peut reconnaître que voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais en fait, est-ce que ça doit servir à tout le temps, pour tout Le technosolutionnisme à outrance. Exactement. Enfin, moi, je vois
parfois, en fait, ça ne sert pas tant que ça, en fait, d'aller chercher ce genre de choses, parce que dans le cadre de ECHAP, par exemple, l'association dans laquelle je suis, on a toujours des gens qui croient que, en fait, la technologie n'est pas... est comme une espèce d'entité, là, qui n'est pas dirigée par des gens, en fait, alors que les gens qui commettent des violences, qui sont des abuseurs, etc., sont juste très créatifs, en fait, et n'ont pas besoin ont juste besoin de mots de passe Google d'une personne pour la stalker, pour savoir quel est son historique de recherche, qu'est-ce qu'elle a fait comme trajet il y a pas longtemps, où sont ses contacts, quels sont ses mails, etc. Et en fait, ça, c'est déjà hyper accessible. Il y a plein de trucs où on a l'impression que ça fait peur, on comprend pas, etc. Bon, on est déjà désarçonné face à plein de trucs. Et on est déjà sous-informé, on a déjà pas très éclairé. Oui, pas très éclairé, et les gens qui développent la technologie, pour la plupart, ne le veulent pas aussi. Je voulais ajouter un mot sur un autre aspect qui existe depuis des siècles, mais qui est aujourd'hui réactualisé par la technologie, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la justice prédictive. Il y a déjà des siècles de ça, on cherchait à trouver par exemple un profil du criminel type. C'était le grand truc du 19e siècle entre autres. Alors on essayait de dire, voilà, il a peut-être les yeux écartés comme ci, comme ça, un front plus ou moins large, les oreilles comme ça, et on essayait de faire un portrait robot du criminel parfait, en se disant, si je vois quelqu'un comme ça dans la salle, je me dis, lui, je pense qu'il va bientôt commettre un délit, peut-être ça serait bien de le mettre aux onzons direct, comme ça on gagne du temps. Bon, c'était évidemment un peu plus dangereux comme pensée, et par-dessus le marché, on ne peut plus faux. Et sauf qu'aujourd'hui, ça revient avec ça, on pourrait revenir à ça, on pourrait dire peut-être, écoutez, ce qu'on va faire, on va prendre toutes les décisions de justice des peut-être 10 dernières années, pas la peine de remonter au XIXe siècle, on les prend toutes, on regarde qui c'est qui est condamné à tel type de délit, et on regarde quel est le profil de ce genre de délinquant. Et là, boum, on en déduit un portrait robot, cette fois-ci algorithmique et statistique, et du coup, super, on se dit, voilà, il n'y a plus qu'à plus ou moins surveiller les gens qui correspondent à ça. Donc on retrouve en sous-jacent un peu sous la justice prédictive cette idée très science-fiction aussi, au fond, de prédire finalement l'avenir, et avec toutes les questions juridiques très intéressantes que ça pose. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un avant qu'il ait commis l'acte en question? Minority Report, évidemment. De toute façon, quoi qu'on dise, on revient toujours à Cadic tôt ou tard, mais Minority Report, évidemment. Donc voilà, c'est un poncif du genre, sauf que ça peut être une tentation aussi. Et évidemment, une tentation très dangereuse. Je vois une dame qui lève la main. Oui, on va. On allait passer aux questions. Donc, en fait, ça se trouve quelque part sur Terre, peut-être que quelqu'un est en train de croiser des données judiciaires et des données de séquençage pour justement essayer d'avoir un portrait. Ce sera l'objet d'une autre table ronde. On va passer aux questions pour le temps qui reste. Donc, on a une première question ici. Oui, bonjour. Je suis désolée, j'ai lavé la main parce que comme ça faisait plus de 3/4 d'heure et que vous aviez dit de pas hésiter. Oui. Je n'ai pas hésité, mais voilà. Il faut y aller. J'avais pas encore de crampes en tout cas. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions, et j'étais d'accord avec une partie de ce que vous avez dit, et j'ai été très choquée par une autre partie de ce que vous avez dit. Et en tout cas, je voulais appuyer sur un point, c'est que pour moi, il n'y a pas d'intelligence artificielle, et que c'est une notion à démystifier, et notamment dans les littératures de l'imaginaire, mais aussi dans le monde scientifique. En fait, il n'y a pas d'intelligence. Il y a des machines qui ont des capacités de calcul plus ou moins complexes, dicté par des algorithmes. Ce mythe de l'intelligence, c'est un mythe qui assure l'aliénation à des intérêts techno-industriels, et on sait très bien que dans notre monde, la techno-industrie, elle est organisée autour d'un triangle recherche, armée, industrie, et que la plupart du temps, les questions médicales sont utilisées comme bouclier pour nous raconter que la technologie sert l'humanité. En fait, moi, je suis hyper choquée par ça. Je ne suis pas technophobe, mais je ne suis pas technophile. Parce que je pense que la technophilie actuellement, elle est promue par des entreprises, des industries et par des agences d'État qui ont des agendas qui ne sont pas les nôtres, en tout cas pas les miens. Et du coup, ça me choque vraiment beaucoup, et notamment la CNIL,
organisme, autorité indépendante, administrative indépendante, qui est censé nous protéger contre l'usage des données, pour moi, c'est surtout un outil d'acceptation de technologies en fait, dont on ne maîtrise absolument pas les trajectoires technologiques. Et comme vous l'avez dit, s'il y a plein de pognon à mettre là-dedans, mais donnons du pognon pour l'hôpital public et pour l'institution judiciaire qui a besoin de moyens humains. Et la plupart des mouvements sociaux qui revendiquent autour de ça, que ce soit du côté des travailleurs de ces institutions ou des usagers, c'est d'être mieux traités humainement. C'est pas que des algorithmes donnent des solutions. Et surtout, réfléchissons aux conditions d'aliénation dans lesquelles nous mettent ces machines tous les jours davantage. Moi, je ne suis pas pour dire qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Je suis pour dire que peut-être dans un autre monde, on pourrait penser le rapport à la technique différemment. Mais dans ce monde, la technique n'est pas neutre, ça veut dire qu'elle est produite par la société qui la construit et que, en tant que technique, elle va influer sur la tronche que prend la société. C'est une interaction dans les deux sens. Voilà. Merci pour votre intervention. Merci madame. Une question de jeune homme derrière. Bonjour, moi je vois un sujet qui n'a pas été abordé, c'est celui des IA graphiques. Je pensais que Lila en tant que graphique et tout ça, parce que ces derniers temps, sur Internet, on a vu passer, alors je ne sais plus comment elle s'appelait, Dali, voilà, des trucs comme ça. Voilà, donc des IA qui créent des images à partir de phrases et de mots-clés. Et autant les premières, ça faisait un petit peu l'appel de Cthulhu, machin, c'était des trucs vraiment très bizarres. Autant les dernières, et pourtant c'est dans un espace vraiment de quelques mois, les dernières qui ont été produites là-dessus, il y en a même certaines, je crois, il y en a une qui a dû gagner un prix récemment, je n'ai pas suivi très près, mais j'ai vu passer le truc. Oui, j'ai vu ça passer. Voilà, donc je me demandais justement ce que Lila en tant qu'artiste en pensait, et puis aussi que le sujet aurait pu être abordé parce que ça pose aussi des questions, des problèmes, des histoires avec les droits d'auteur, avec la place des artistes humains par rapport aux artistes IA, etc. etc. Lila ? Alors moi, c'est un sujet qui me passionne absolument pas. Désolée. Je pense pas que... Enfin, c'est vraiment un truc qui me passe au-dessus. Je trouve ça très marrant que des gens utilisent ça pour faire 3 images et rigoler 5 minutes. Mais en fait, ça change pas mon quotidien. Je veux dire, qu'il y ait une IA ou pas une IA, les gens rémunèrent pas les artistes de toute façon. Donc, je veux dire, ça change vraiment pas mon quotidien, par exemple. Est-ce que les gens seraient mieux payés avec des IA ? Je ne crois pas non plus. Enfin, c'est très, très obscur, en fait, comme truc. Et je trouve qu'on passe à côté de plein de choses, en fait. Enfin, c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, pourquoi on s'en sert et, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Enfin, il y a un moment où ça brasse des millions et on fait quoi avec ça, en fait, au lieu de, je sais pas, les mettre dans des trucs importants. Enfin, je sais pas, après, je suis pas une artiste, une fervente artiste qui défend l'art, machin, vraiment pas. Donc déjà, de base... On va prendre une dernière question. Ouais, sur l'anonymisation, vous avez beaucoup parlé de l'anonymisation comme une solution super. On a beaucoup de... Enfin, il y a des travaux qui montrent qu'en fait, en recoupant des bases de données, on arrive à retomber sur des gens. Donc, finalement, est-ce que c'est une solution qui répond vraiment au problème, à ce problème-là, en tout cas ? Et autre chose, c'est... On a parlé d'acceptation. En fait, il y a beaucoup d'endroits où les gens sont pas au courant juste que leurs données sont prises, sont pas au courant que leurs données sont gardées, y compris dans la santé. Hein, il y a pas mal de choses dans les pharmacies, notamment, on récolte nos données et elles sont utilisées et on n'est pas au courant. Donc, je suis pas vraiment sûr, enfin, je serais pas aussi positif que ce que j'ai pu entendre là sur la récolte et la protection des données. Je pense que je peux réagir quand même un peu à ça. Oui, évidemment, il faut rester vigilant sur les sources des données, notamment les pharmacies. Moi, j'ai pas travaillé directement avec ces sources de données-là. Ensuite, vous dites qu'on peut revenir sur les patients. Ça peut être le cas, mais nous, enfin, dans la vision qu'on a dans notre laboratoire, c'est qu'on extrait des données, des features, ou en tout cas des paramètres qui ne permettent pas de revenir aux patients. Parce que c'est des mesures qui deviennent
anonymes puisqu'elles ont, c'est juste une valeur dans un tableau, quoi. Et à partir de ça, on ne peut pas revenir. En fait, soit on récupère les données directement et on apprend sur les données brutes, soit on récupère des caractéristiques extraites de données. Et là, dans ce cas-là, cette question-là de pouvoir revenir au patient n'est techniquement pas possible. En fait, c'est sûr qu'il faut rester vigilant. Il y a des IA où on peut revenir aux données, mais justement, dans nos travaux, on essaye de prendre en compte toutes ces considérations pour arriver vers des solutions qui conviendront aussi à nous en tant que chercheurs. On n'a pas envie qu'on utilise nos données de façon, en tout cas pour gagner de l'argent sur notre dos aussi. Merci pour vos questions. Avant de finir, je vais demander juste à la technique d'afficher le petit message que Lila aimerait passer. Et avant ça, je vais juste vous signaler deux références que j'ai trouvées en ligne qui peuvent être intéressantes si vous le souhaitez. Pour le côté santé, il y a un dossier de l'INSERM qui est l'intelligence artificielle et santé, des algorithmes au service de la médecine. Et pour le côté justice, dans la revue Les Cahiers de la justice numéro 3 de cette année, un article d'Hugo Belagamba, vers une société sans juge, des justices du futur, de l'imaginaire utopique et de la science-fiction entre caricature et intuition.